Bonjour, tu écoutes NUM, rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également disponible en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 25 janvier 2020 et voici un résumé de toute la semaine du digital, de la tech et de l'innovation. On va parler comme d'habitude des GAFAM, des Natu, des BATX, de toute l'actualité du digital en France, en Chine et aux États-Unis. Mais d'abord, j'aimerais te parler de la news de la semaine. Pour moi, c'est Netflix qui revient en France. Et oui, Netflix qui était présent à Paris, avec des bureaux de 2014 à 2016, puis qui avait quitté la France pour se diriger vers Amsterdam, aux Pays-Bas, en Hollande. Mais aujourd'hui, Netflix a 3 bureaux européens en 2020, à Londres, à Amsterdam et à Paris, puisque Netflix a inauguré ses nouveaux locaux, ses nouveaux bureaux, le vendredi 17 janvier. Et l'entreprise américaine prévoit d'ailleurs de produire une vingtaine de nouveaux contenus français. Je vais te montrer des photos d'ailleurs de leurs nouveaux bureaux. Plongez dans les nouveaux locaux de Netflix à Paris. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles en lien direct sous cette vidéo dans le premier commentaire épinglé avec tous les liens vers ces articles. Netflix a inauguré ce vendredi 17 janvier ses nouveaux locaux parisiens. Ces derniers devraient accueillir jusqu'à 100 collaborateurs. Alors il y a actuellement 40 collaborateurs qui travaillent pour Netflix France. Et Netflix prévoit de recruter jusqu'à 100 collaborateurs, 120 je crois, plus exactement. Près de 2500 mètres carrés d'espace à Paris, répartis sur 3 étages pour accueillir les salariés qui contribueront au développement de l'offre du service de SVOD en France. C'est le 3e bureau européen pour Netflix après Londres et Amsterdam, et la preuve que la plateforme veut s'installer durablement dans l'Hexagone, la France qui est un pays stratégique pour Netflix, à la fois en termes de lobbying, de politique européenne sur le cinéma et les subventions, et aussi en termes de créativité, de culture cinématographique, et évidemment en termes de business, de part de marché et de viewers. Voici le 9e arrondissement, le vrai UpTech, où Netflix va s'installer, va poser ses valises, entre l'Olympia et le théâtre Édouard VII, avec des voisins comme Facebook ou Blablacar. Netflix a choisi de s'installer dans ce petit UpTech qui est le 9e arrondissement. L'Américain n'a pas regardé la dépense au moment de choisir son nouveau pied-à-terre qui lui en coûte près de 2 millions d'euros de bail annuel. 2 millions d'euros de loyer. Après, c'est une entreprise. C'est assez logique en fait, c'est pris en termes de loyer annuel. Voilà donc le théâtre Édouard VII. Plus de 2500 mètres carrés de bureau. Voilà l'entrée. Netflix avec le logo. C'est magnifique. Très très beau bureau. Des affiches évidemment de leurs films et séries The Irishman et Crown. Les oreillers Netflix. Attends, j'ai envie de voir ça. Je vais le remettre. J'aime beaucoup ces oreillers Netflix. J'aimerais bien les avoir. Je suis fan absolu de Netflix. Bail annuel de 2 millions d'euros par an. C'est magnifique. Voilà comment vont travailler. Salle de projection. Voilà comment vont travailler les employés de Netflix. Et où ils vont travailler à Paris. Witcher, le dernier succès en date, évidemment. Qui a ses affiches aussi. Salon détente. Netflix qui va bientôt dépasser les 7 millions d'abonnés en France. Et c'est aussi pour ça que Netflix s'installe ici. C'est un marché stratégique pour Netflix avec par exemple en Europe aussi le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui tire la croissance de Netflix dans le monde. Plus de 10% de la population française est abonnée à Netflix déjà. On est 66 millions en France, un peu plus. Un Français sur 10 paie un abonnement à Netflix. Netflix a 6,7 millions d'abonnés en France en janvier 2020, a affirmé son CEO Reed Hastings dans une interview à l'Express, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs sur cette chaîne. Alors, c'est pas vraiment révélateur de la puissance de Netflix en France, c'est-à-dire que ce chiffre ne représente pas vraiment la puissance de Netflix, puisqu'il y a beaucoup plus de Français qui regardent Netflix. La vérité, c'est qu'il y a 14 millions de Français au moins, 14 millions de Français qui regardent Netflix chaque année. 5 chiffres à retenir sur Netflix en France, et oui, puisque beaucoup de Français partagent leur compte. Alors les chiffres à retenir, 6,7 millions d'abonnés en France, 20 nouveaux contenus originaux français lancés en 2020, et oui, Netflix a annoncé au moins 24 productions originales en 2020.
100 millions d'euros pour la création française en 2020. 739,2 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires annuel de Netflix en France. Et le chiffre le plus important qui m'a fait marrer. 90% des abonnés français partagent leur compte. En 2019, le partage de compte a représenté un manque à gagner, une perte de 9,1 milliards de dollars pour toutes les plateformes de streaming, notamment Amazon Prime et Netflix en France, selon les données publiées par le cabinet d'études Parks Associates. En ce qui concerne Netflix, cette pratique engendre une perte de revenus de plus de 190 millions de dollars par mois, soit plus de 2,2 milliards de dollars par an. D'après les estimations de Kurt Cutting, les abonnés français de Netflix ne sont pas étrangers à ce phénomène puisque 90% d'entre eux, 90% de citoyens français partagent leur compte avec leur entourage. En octobre dernier, Médiamétrie révélait que près de 13,8 millions de Français avaient regardé au moins une fois Netflix au cours des 12 derniers mois. 14 millions de Français. C'est formidable. Mais Netflix pourrait l'interdire un jour. Ne croyez pas que Netflix va être aussi laxiste et va autoriser le piratage des comptes comme ça, le partage des comptes. Non, à un moment donné, Netflix va faire un blocage à travers la géolocalisation des adresses IP, évidemment. Netflix séduit toujours plus d'abonnés, sauf sur ses terres. Netflix publie ses résultats pour le 4e trimestre 2019 et tire un bilan de l'année. Le géant du streaming vidéo continue de produire plus d'abonnés, sauf aux États-Unis. Ralentissement de la croissance aux États-Unis. Netflix marque le pas aux États-Unis, mais rayonne à l'international. Alors, je vais te montrer des infographies qui sont vraiment très parlantes. Netflix fait le plein d'abonnés à l'international, là on le voit. Netflix en 2019 c'est 167 millions d'abonnés, dont 106 millions d'abonnés dans le monde en bleu, et en rouge aux États-Unis 61 millions. Donc petite croissance de seulement plus 4,4% sur le marché américain. Alors que sur le marché international, 31% de croissance. Incroyable. Aux États-Unis, il faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, énormément de concurrence, donc c'est pour ça que le churn est très important, c'est-à-dire que les gens s'abonnent, se désabonnent, se désabonnent en fonction des séries qu'ils aiment regarder. Et Disney+, qui cartonne aux États-Unis déjà. Netflix atteint 167 millions d'abonnés payants, mais garde un œil sur Disney et Apple. Netflix a gagné 8,8 millions de nouveaux abonnés en ce 4e trimestre 2019, surpassant les 100 millions. À l'international, sa croissance aux États-Unis est en revanche plus basse que prévu, notamment à cause de la concurrence. Tout à fait d'accord avec Marie Turcan de Numérama. Avec l'arrivée de Disney+, Netflix engrange moins d'abonnés que d'habitude. Selon un sondage, Disney+, d'ailleurs, satisfait les consommateurs et Apple TV+, a du pain sur la planche. C'est pas un très grand succès, Apple TV+, c'est même décevant. Tout comme Apple News+, le service d'abonnement au magazine en ligne d'Apple, qui n'a pas très bien fonctionné. Alors que Disney+, a vraiment cartonné pour son lancement. Et Disney+, qui va arriver en France plus tôt que prévu, une semaine plus tôt. Dans cette émission, je vous avais annoncé, comme l'avait dit Disney, que Disney+ serait lancé le 31 mars 2020. Et en fin de compte, Disney+ a décidé d'avancer le lancement de Disney+ à notre plus grand bonheur, qui sera lancé une semaine plus tôt, le 24 mars 2020, en Europe et notamment en France. Donc tu pourras regarder légalement tous les contenus de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars sur Disney+, et notamment la nouvelle série événement The Mandalorian, qui est une très très belle série, je l'ai déjà vue, j'ai déjà regardé dans son intégralité, une série magnifique, une réalisation formidable, très très belle, très respectueuse aussi de l'univers de Star Wars et de l'héritage de George Lucas, contrairement au dernier film. En revanche, en termes de scénario, c'est quand même extrêmement lent, il se passe pas grand chose. Mais bon, si t'as déjà vu la mignonnerie de Baby Yoda, tu pourras comprendre très facilement le succès de cette série avec des personnages extrêmement attachants. C'est une superbe série, mais en termes de scénario, je pense qu'ils peuvent vraiment mieux faire. On n'est pas au niveau de Game of Thrones ou de 24 de 24 heures ou de Friends, clairement au niveau du rythme. Et les épisodes sont extrêmement courts dans The Mandalorian. Très peu d'épisodes déjà, et les épisodes sont beaucoup trop courts. L'offre 100% mobile de Netflix à 2,99$ par mois pourrait arriver sur de nouveaux marchés. Je t'en ai beaucoup parlé de cette offre mobile qui a révolutionné le monde du streaming. Après un premier essai en Inde, Netflix songerait à exporter son offre mobile only à 2,99$ par mois sur d'autres marchés. C'est-à-dire que tu peux regarder uniquement les contenus sur ton téléphone, pas sur un ordinateur ou une tablette ou un autre device desktop, uniquement sur mobile. Et ça cartonne en Inde. Netflix
a une croissance formidable en Inde grâce à cette offre. Donc Netflix étudie sa généralisation dans d'autres pays, alors probablement pas les pays développés, les pays riches comme la France ou les États-Unis, mais plutôt dans les pays où les revenus sont plus faibles, et les pays aussi qui sont mobile only, c'est-à-dire où les gens n'ont pas d'ordinateur chez eux, n'ont pas de tablette ou d'autres devices, mais plutôt de TV connectée, mais plutôt un téléphone seulement, pour regarder les contenus. On va passer maintenant au reste de l'actualité en parlant comme d'habitude des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et j'ai beaucoup de choses à te dire sur Google cette semaine. D'abord, les marques, le classement des marques les plus valorisées, les mieux valorisées dans le monde. À ton avis, est-ce que c'est McDonald's, Burger King, KFC, Coca-Cola, Pepsi, Toyota, Renault, Mercedes, BMW? Eh bien non. Pour la 3e année consécutive, Amazon est la première marque du monde, la mieux valorisée dans le monde. On note aussi une très forte croissance d'Instagram dans sa valorisation. Alors les leaders du classement, Amazon numéro 1, Apple tombe à la 3e place derrière Google. Google qui devient 2e, plus 12%. Apple, moins 9%. On connaît les difficultés que rencontre actuellement Apple avec les ventes d'iPhone. Huawei fait son entrée dans le top 10, donc les marques chinoises entrent dans le top 10 des marques préférées, enfin les mieux valorisées du monde. Voici le classement de Brand Finance, donc Amazon numéro 1, Google numéro 2, Apple en baisse numéro 3, numéro 4, Microsoft, numéro 5, Samsung, l'entreprise coréenne de téléphone notamment, numéro 6, ICBC, et peut-être que vous ne connaissez pas cette entreprise chinoise, c'est la première banque en Chine, et c'est aussi la première banque mondiale. Beaucoup de personnes pourraient penser que la première banque mondiale est américaine. Non, elle est chinoise et c'est ACBC. Numéro 7, Facebook, moins 4%. Walmart, numéro 8, plus 14% pour Walmart qui vraiment accélère sa transformation digitale aux États-Unis. Walmart, c'est le Carrefour américain. Et Walmart qui déclare à chaque fois que son premier concurrent, c'est Amazon. Et prend vraiment concrètement des mesures pour concurrencer Amazon. 9e, encore une autre entreprise chinoise, c'est Ping An. Ping An qui est une entreprise que je connais bien parce que j'ai eu la chance de travailler en Chine, et notamment pour un grand groupe d'assurance chinois, et Ping An était notre premier concurrent. Donc j'ai beaucoup étudié cette société qui est un groupe de services bancaires, financiers et surtout un groupe d'assurance. Ping An, numéro 9. Et numéro 10, l'entrée de Huawei dans le classement, que vous connaissez évidemment, marque très populaire en France et désormais partout dans le monde. Huawei, une des plus grandes marques d'ailleurs de smartphones, qui a toujours pour objectif d'être numéro 1 dans le monde sur le marché des smartphones et de passer devant Samsung après avoir déjà dépassé Apple. Ça arrivera probablement en 2020 ou 2021 à cause des sanctions de Trump contre les marques chinoises. Article très intéressant d'analyse sur ce classement justement, dmarketing.fr. Amazon marque la plus valorisée dans le monde en 2020, et c'est pour ça que je fais cette émission. Parce que quand on voit le classement des marques les plus valorisées, aujourd'hui ce ne sont plus les marques de fast-food, de voitures, de luxe qui sont les plus valorisées au monde, ce sont des entreprises de la tech en particulier évidemment, ou de la distribution. Vous voyez que ce sont que des marques chinoises, américaines, une marque coréenne quand même, et aucune marque européenne, c'est très grave. Les marques européennes ont tendance à régresser, tandis que les marques chinoises et américaines progressent, et ça c'est une tendance de fond qui va continuer de s'accélérer, de s'accentuer ces prochaines années. Ainsi, au sein de la compétition mondiale, retrouve-t-on 32 marques françaises dans le Brand Finance Global 500, donc les 500 marques les plus valorisées, mais elles restent en moyenne moins valorisées. Valeur cumulée des 32 marques françaises, seulement 312 milliards de dollars que les marques allemandes par exemple, 415 milliards de dollars pour 21 marques. Malgré une représentation significative des entreprises françaises au sein du classement, la performance de leurs marques au sein de la concurrence mondiale est insuffisante, démontrant d'une part que les entreprises françaises n'investissent pas assez sur leurs actifs marques et d'autre part que les marques ne sont pas suffisamment un facteur de compétitivité. Et du côté de la tech, on investit énormément, évidemment dans son budget com, dans sa marque, dans son branding et aussi dans son lobbying. Ces sommes folles que dépensent les géants du web pour influencer Washington. Amazon, Facebook ou encore Google ont dépensé près d'1 demi-milliard de dollars en lobbying depuis 10 ans, devenant ainsi une véritable force politique capable de peser sur la réglementation. Donc ça c'est pour les États-Unis.
sur Washington, mais en Europe aussi. Google répond à l'interdiction temporaire potentielle de la reconnaissance faciale dans l'Union européenne. L'UE songe actuellement à interdire temporairement la reconnaissance faciale pour une durée de 5 ans. Voilà, l'Union européenne réfléchit à interdire la reconnaissance faciale pour une durée de 3 à 5 ans. Une hypothèse à laquelle le PDG d'Alphabet, Google, et le directeur juridique de Microsoft ont réagi, puisque Google est favorable à une interdiction temporaire. Le temps de crafter, de décider d'une régulation, de travailler sur une régulation. Et Microsoft, au contraire, est favorable et n'est pas favorable à une interdiction pure et simple. Et au contraire, Microsoft est favorable à une régulation light, une régulation légère de la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale, Google et Microsoft en ordre dispersé face à Bruxelles. La direction de Microsoft a demandé à la Commission européenne de ne pas faire peser sur la reconnaissance faciale un carcan réglementaire trop lourd à porter. Une position loin d'être partagée par l'état-major de Google. Le patron d'Alphabet et de Google demande une régulation de l'intelligence artificielle. Pour Sundar Pichai, il doit y avoir une régulation pour l'IA. La question est comment celle-ci doit être régulée, évidemment. Le danger, c'est qu'on soit ciblé dans la rue. De plus en plus, il y aura des devices de reconnaissance faciale partout, que ce soit dans les voitures ou les espaces publics, dans les boutiques. Et donc, on va pouvoir nous afficher des publicités en temps réel et nous reconnaître et nous traquer partout où on va dans les rues et nous pousser des messages personnalisés publicitaires grâce à la reconnaissance faciale notamment. L'intelligence artificielle, le patron de Google appelle à davantage de régulation, contrairement à Microsoft qui veut une régulation light. En parlant de reconnaissance faciale, et ça se passe plus en Europe mais aux États-Unis, la Cour suprême rejette le recours de Facebook. Il y a des choses formidables qui sont en train de se passer sur la tech aux États-Unis. Je regarde ça de près, notamment les programmes des candidats démocrates, que ce soit Joe Biden, Bernie Sanders, qui sont aujourd'hui favoris pour l'investiture à la présidentielle du côté des démocrates, et puis aussi ce que propose Elizabeth Warren dans son programme qui veut démanteler les géants de la tech. Il y a une vraie vague d'indignation des citoyens américains et de la justice américaine contre l'usage de nos données personnelles et l'usage aussi de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale qui est interdite de plus en plus dans certaines villes américaines, notamment à San Francisco dans les espaces publics. Et l'usage de la reconnaissance faciale par les agences gouvernementales est aussi très limité aux États-Unis, de plus en plus. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Facebook à 7 millions d'habitants de l'Illinois. L'Illinois, c'est un grand État très important pour l'économie et la politique aux États-Unis, plutôt démocrate d'ailleurs, c'est là où se situe la grande ville de Chicago. Les plaignants estiment que Facebook a abusé d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Le recours déposé par Facebook devant la Cour suprême américaine pour tenter de se défendre vient d'être rejeté par la juge Sandra Ikuta. La Cour suprême ne soutiendra pas Facebook dans cette lourde bataille judiciaire. Il semblerait que Facebook ne sorte finalement pas gagnant. L'entreprise est accusée d'avoir abusé de la reconnaissance faciale à partir de photos téléchargées sur sa plateforme. Facebook pourrait verser jusqu'à 35 milliards de dollars de dommages et intérêts aux utilisateurs concernés. Les géants de la tech sont de plus en plus attaqués, que ce soit par les républicains ou par les démocrates. Aux États-Unis, ils doivent payer de plus en plus d'amendes, que ce soit par la FTC ou d'autres organismes américains. En réalité, l'affaire repose sur une question simple. Facebook a-t-il violé la loi de l'Illinois lorsqu'il a mis en place une fonction de marquage des photos qui reconnaissait le visage des utilisateurs et suggérait leur nom sans obtenir leur consentement? C'est aussi une question qui peut se poser en Europe et en France. Le réseau social a tenté de se défendre devant la Cour suprême des États-Unis, mais la juge Sandra Ikuta a rejeté la demande de Facebook. Dans sa déclaration, Facebook expliquait que, je cite, ouvrez les guillemets, « Bien que les plaignants affirment que leur droit à la vie privée a été violé, ils n'ont jamais prétendu et encore moins montré qu'ils auraient agi différemment ou que leur situation aurait changé de quelque manière que ce soit s'ils avaient reçu une notification de consentement. » En réalité, la loi biométrique de l'Illinois sur la protection de la vie privée est très précise et très stricte. Elle exige des entreprises qu'elles obtiennent le consentement écrit des personnes avant de collecter des informations sensibles, notamment grâce à la reconnaissance faciale. Un seul utilisateur peut espérer gagner 5 000 $ dans le cadre d'un procès pour violation de la vie privée. Pour la juge, donc Sandra Ikuta, le verdict est clair. Nous concluons
que la collecte d'informations grâce à la reconnaissance faciale sans consentement nuit aux affaires privées et aux intérêts concrets des individus concernés. Il n'y a plus beaucoup de place pour le doute, les habitants de l'Illinois seront très probablement indemnisés à une hauteur de 5 000 $, par citoyen. Ça pourrait aussi arriver en France, en Union européenne. iOS 13 et Android 10, le cauchemar. Le cauchemar des annonceurs qui traquent la position de votre smartphone. C'est de plus en plus difficile pour les publicitaires. Les efforts d'Apple et de Google pour limiter le suivi de nos déplacements par des applications tierces sont payants. Les utilisateurs choisissent en masse de ne plus être traqués aux grandes dames des publicitaires. Évidemment, si tu laisses le choix aux citoyens et que le choix est très facile à faire, il suffit juste de cliquer, forcément, les citoyens vont choisir de ne pas être traqués, d'être espionnés partout où ils vont. Tendance, les annonceurs ont accès à de moins en moins de données. Ça va vraiment poser problème aux publicitaires qui m'écoutent, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Je sais qu'ils sont nombreux. Depuis le lancement d'iOS 13, les annonceurs ont collecté 68% de données en moins. Et ça, c'est une véritable tendance de fond que j'explique de plus en plus à mes étudiants, qui sont d'ailleurs très surpris. Mais il sera beaucoup plus difficile pour les publicitaires de collecter des données, en tout cas dans l'Union européenne et aux États-Unis. D'ailleurs, Google a annoncé ces derniers jours la fin des cookies tiers d'ici 2 ans. Et ça aussi, ça a surpris beaucoup de mes étudiants. La firme américaine va supprimer progressivement les cookies tiers qui récoltent les données personnelles des utilisateurs pour un meilleur ciblage publicitaire. Une annonce qui risque de redessiner à terme le marché de la publicité en ligne qui va évoluer évidemment. La pub en ligne ne va pas disparaître, la pub ciblée pour l'instant ne va pas disparaître, même si beaucoup de régulateurs et de politiques aux États-Unis et en Europe réfléchissent à une interdiction pure et simple de la publicité ciblée, mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Pourquoi la décision de Chrome de supprimer les cookies tiers révolutionne la publicité numérique, effectivement. Google Chrome souhaite mettre fin aux cookies d'ici 2 ans pour mieux les remplacer. C'est ce que j'ai dit aussi récemment dans un de mes cours. Les cookies vont être supprimés, mais c'est parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de vous suivre, de vous identifier, sans forcément passer par des cookies. Les trackers publicitaires nous espionnent avec de plus en plus d'ingéniosité. Paramètres d'affichage, configuration audio, niveau de charge des batteries, les professionnels de la publicité font feu de tout bois pour pister les internautes. Il y a un concept qui se répand de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le fingerprinting. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Le fingerprinting ou capture d'empreinte. L'idée est d'utiliser des fonctions JavaScript pour collecter sur les ordinateurs des internautes des données techniques suffisamment particulières pour pouvoir les différencier. Grâce au fingerprinting, on va pouvoir individualiser les données. On va pouvoir identifier en fait chaque ordinateur. L'une des plus utilisées selon les chercheurs est le Canva fingerprinting, pour lequel ils ont trouvé 14 371 scripts différents. Son principe consiste à afficher discrètement un petit graphique dans lequel viennent se superposer des lettres, des couleurs et des traits dessinés. Mais chaque ordinateur va générer de minuscules différences dans ce graphique en fonction de ses spécificités matérielles, modifications dans le rendu, l'anti-aliasing, etc. Ce qui suffit à rendre votre ordinateur unique. Une variante de cette technique est le Canva Font Fingerprinting, qui ne s'intéressera qu'à l'affichage des polices de caractères. Donc voilà, des technologies qui nous permettent de vous tracer, de vous espionner, sans passer par les cookies. Autre technologie, le protocole WebRTC, utilisé pour la visiophonie, se prête également bien à l'identification. Pour optimiser la communication, les logiciels clients collectent tout un tas d'adresses Internet, Wi-Fi, Ethernet, NAT, etc. et externes, afin d'obtenir la route la plus efficace. Or, ces adresses peuvent être récupérées par n'importe quel site sans l'accord de l'utilisateur. Les chercheurs ont détecté cette méthode sur 715 sites. Les chercheurs ont par ailleurs détecté des techniques de fingerprinting qui n'ont jamais été vues auparavant. Ils ont mis la main sur des scripts capables de générer une empreinte en exploitant le circuit audio de l'ordinateur, 57 codes trouvés, ou des spécifications techniques de la batterie comme son niveau de charge ou sa capacité de code trouvé. Tout est bon pour vous pister au mieux. Évidemment, je suis contre ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle régulièrement dans mes émissions Num Rendez-vous. Google Search veut-il que l'on confonde ces publicités avec les résultats naturels? Bah oui, depuis des années. Google a récemment changé le design de ses résultats de recherche et une fois de plus, la firme de Mountain View est accusée de rendre les publicités plus discrètes pour que l'on confonde celles-ci avec les résultats naturels. Alors je vais te montrer. Google rend les annonces payantes identiques aux résultats organiques. Une simple petite étiquette ad pour distinguer une annonce payante. Alors aux États-Unis, c'est juste ad, 2 lettres, donc c'est horrible pour eux. Mais nous, en France, on a quand même le mot annonce, qui est plus long, donc c'est plus visible. Là, par exemple, tu peux voir dans cet article de Presse Citron l'exemple aux États-Unis. Si tu regardes ma vidéo sur YouTube, tu vois, juste marqué ad en haut, 2 lettres, pour différencier un résultat publicitaire, ce qu'on appelle le SEA, des résultats organiques, ce qu'on appelle le SEO. Et en France, ce sera ce format-là. Alors attends, est-ce qu'on a la capture d'écran ou pas? Ouais, voilà. Par exemple là, Numérama a tapé le mot mutuel. À gauche, tu as la pub et à droite, tu as les résultats naturels, résultats organiques. La seule différence, c'est le petit annonce en haut. Sinon, c'est pareil en termes de couleur, de design, etc. Bon, ça fait longtemps que ce changement avait été annoncé, hein, donc c'est pas une surprise évidemment. Mais c'est vrai ce que dit Julien de Numérama, les pubs sur Google se confondent de plus en plus avec les résultats normaux. Google offre des infos sur la mise à jour des Featured Snippets. Autre révolution dans le monde du SEO, du référencement naturel. Google supprime les URL supplémentaires des résultats de recherche qui contiennent un extrait optimisé Featured Snippet. C'est-à-dire que si ton contenu apparaît dans Google en position 0, en Featured Snippet, tu ne pourras pas apparaître en position 1 juste en dessous. Ton lien sera relégué à la deuxième page, artificiellement, mais ce sera le cas, puisque Google considère que la position 0, c'est la position 1. Donc désormais, il n'y aura plus de redondance dans les résultats de recherche. Si tu es numéro 1 dans Google, tu apparaîtras numéro 1, une seule fois, et ton autre résultat apparaîtra en page 2 en fait. Google ne réaffichera plus dans les SERP, c'est-à-dire les résultats de recherche, la page proposée en Featured Snippets. Google a annoncé hier que dans les cas où un Featured Snippet est affiché dans ses SERP, position 0, le lien naturel correspondant ne pourra dorénavant plus être affiché en dessous, dans les 10 premiers liens bleus, et sera relégué en deuxième page de résultats. C'est vraiment une révolution dans le monde du SEO, du référencement naturel. Google Chrome vous permettra bientôt d'envoyer des liens via code QR code. Google développe une nouvelle façon de partager des liens via Google Chrome. Sur la version Android, la firme teste un générateur de code QR qui permettent d'envoyer un lien d'un appareil à un autre. Dataset Search, la fin de la version bêta du nouveau moteur de recherche de Google. Lancé en version bêta en septembre 2018, Dataset Search a passé la phase de test. En septembre 2018, Google avait lancé Dataset Search. En fait, c'est un moteur de recherche pour base de données, surtout utilisé par les professionnels. Affecté par la concurrence de Google, TripAdvisor taille dans ses effectifs. Et oui, TripAdvisor qui est en train d'être disrupté par Google, concurrencé par Google. La plateforme américaine sur le tourisme TripAdvisor supprime 200 postes selon Bloomberg. L'entreprise compterait un peu plus de 3800 employés. Une réduction des coûts expliquée par un contexte concurrentiel important et impactant sur les résultats de l'entreprise. TripAdvisor rencontre des difficultés. La présence de Google s'intensifie sur le marché. Google est devenu plus agressif, avait déclaré Stephen Kaufer, directeur général de TripAdvisor. Google vient effectivement de s'associer au géant du voyage Sabre Corp pour 10 ans. Et Google d'ailleurs qui ne concurrence pas seulement TripAdvisor mais aussi Pinterest de plus en plus. Google marche sur les plates-bandes de Pinterest qui redevient le 3e réseau social aux États-Unis. Je l'avais déjà annoncé dans cette émission. Pinterest qui a dépassé Snapchat aux États-Unis et qui devient la 3e plateforme sociale après Facebook et Instagram. Pinterest revendique ainsi 82 millions d'usagers versus 80 pour Snapchat. Alors, comment Google concurrence Pinterest? Avec cette nouvelle version de collection. Cette nouveauté dans collection vous permet de profiter de la puissance de l'intelligence artificielle de Google pour organiser davantage vos recherches.
Des tendances et des suggestions de recherche sur mobile avec Google Collection. Collection triera automatiquement vos résultats de recherche. Si vous êtes de ceux qui oublient d'enregistrer les résultats de leur recherche, cette mise à jour pourrait bien vous intéresser. L'appli Google suggère du contenu similaire désormais dans vos collections. Google améliore sa fonction collection dans l'appli Google, ce qui facilite la révision de groupes de pages similaires. Une nouvelle façon de revisiter vos trouvailles en ligne dans Google Search. Google I.O. Android 11, Android 11 sera dévoilé le 12 mai. Google pourrait bientôt lancer des Pixel Buds Pro et concurrencer les AirPods Pro d'Apple. Google révèle des failles de sécurité dans Safari. Google met le doigt sur des failles de Safari, le navigateur web d'Apple. Google découvre des vulnérabilités sur les fonctionnalités anti-traceurs et anti-cookies de Safari. Oui, puisque Apple essaie aussi de plus en plus de protéger votre vie privée et vos données personnelles. Smartphone, Apple ne veut décidément pas d'un chargeur universel en Europe. Si on n'a pas de chargeur universel aujourd'hui en Europe, c'est à cause d'Apple en fait qui fait le blocage depuis des années. Voici les arguments d'Apple contre le projet de chargeur universel pour les smartphones. Pour Apple, une réglementation qui forcerait celui-ci à abandonner le connecteur Lightning étoufferait l'innovation, générerait une importante quantité de déchets électroniques et nuirait aux consommateurs européens. Qu'en penses-tu ? Apple TV+, Apple souhaiterait créer des podcasts en lien avec ses séries originales, donc comme le fait déjà Netflix. Apple semble bien décidé à faire entendre sa voix dans le domaine du divertissement. Apple d'ailleurs qui a sa propre plateforme de podcast, Apple Podcast. Le problème c'est qu'Apple TV+, n'a pas très bien fonctionné lors de son lancement, comme Apple News+, d'ailleurs. Apple News+, le service d'abonnement en ligne à tes magazines préférés, a pas très bien fonctionné. Les éditeurs partenaires de Apple News+, s'en plaignent. Pareil pour Apple TV+, c'est pas un carton comme Disney+, pour l'instant. Et je te rappelle que si tu es étudiant, tu peux avoir accès à Apple TV+, gratuitement si tu es déjà abonné à Apple Music. Il y a un bundle, un couplage, une offre couplée qui est proposée par Apple. Si tu es étudiant, tu peux avoir Apple Music et Apple TV+, pour le même prix. Je crois que c'est combien ? 4,99 par mois, non, un truc comme ça. Et puis si tu as acheté un produit Apple, un Mac, un iPad, un iPhone, eh bien tu as accès à Apple TV+, gratuitement pendant 1 an. Si tu as acheté ce produit après septembre 2019, je crois. Apple aurait abandonné un projet de chiffrement de bout en bout pour iCloud. Ce chiffrement aurait rendu vos sauvegardes iCloud théoriquement illisibles sur les serveurs d'Apple. Apple renonce au chiffrement des sauvegardes iCloud sous la pression du FBI. Et si Apple avait renoncé au chiffrement complet sur iCloud pour des raisons stratégiques ? Ça, c'est un article vraiment très intéressant. Apparemment, ce ne serait pas seulement à cause du FBI que Apple aurait finalement abandonner ce chiffrement complet sur iCloud. L'iPhone 11 Pro n'aura pas résisté très longtemps au FBI. L'agence fédérale est parvenue à déverrouiller le dernier smartphone d'Apple sans faire appel à l'entreprise. Dans le cadre d'une enquête, le FBI a réussi à pénétrer dans l'appareil verrouillé d'un individu et ce sans utiliser le système de Face ID. Apple ne veut pas collaborer avec le FBI et ne veut pas aider le FBI à ouvrir des téléphones, à accéder à des téléphones. Mais ils ont quand même réussi. Le FBI aura finalement mis seulement 2 mois pour débloquer un iPhone Pro grâce à une app d'une start-up israélienne. Ça leur a coûté de l'argent. iPhone 11, Apple lancerait son smartphone low cost en mars. Alors ça s'appellera soit l'iPhone 11, soit l'iPhone SE2. Bloomberg annonce que les fournisseurs d'Apple ont lancé la production du successeur de l'iPhone SE. Ce dernier serait doté d'un écran LCD 4,7 pouces et d'une puce A13. Apple a demandé à ses fournisseurs Foxconn, Pegatron et Wistron de lancer la production de son modèle low cost, l'iPhone 9 ou peut-être l'iPhone SE2. Le successeur de l'iPhone SE serait commercialisé autour de 400 €. La production des iPhones low cost débuterait au mois de février. Alors, la production débuterait au mois de février et il sera présenté au mois de mars. Il s'agit d'un appareil assez similaire à l'iPhone 8, mais qui serait équipé d'une puce A13. Apple vous fait gagner une Apple Watch Series 5 à condition de faire du sport. Apple mise énormément sur la santé de ses utilisateurs. D'ailleurs, Apple qui avait déclaré qu'elle serait demain une entreprise de santé.
Avec ce nouveau programme, la firme de Cupertino met la barre encore plus haute en poussant réellement les propriétaires d'une Apple Watch à la salle. Facebook maintenant. Facebook veut verrouiller votre Messenger avec la reconnaissance faciale. IGTV qui appartient à Facebook, Instagram qui appartient à Facebook. Instagram renonce à concurrencer YouTube et TikTok. Et ça, c'est incroyable. C'est passé inaperçu parmi beaucoup de professionnels du digital et c'est tellement important. C'est un énorme fail pour Facebook. Instagram vient de retirer le bouton IGTV de son application d'Insta. Un renoncement qui signe la fin des ambitions de la filiale de Facebook en matière de vidéos longues. L'erreur d'Instagram, c'est d'avoir voulu créer une nouvelle application IGTV pour faire des vidéos longues au lieu d'intégrer les vidéos longues à Instagram. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et je vais te donner un seul chiffre pour confirmer cette affirmation. L'application IGTV a été téléchargée par moins de 1% des utilisateurs d'Instagram. C'est incroyable. Seulement 1% des utilisateurs d'Instagram ont téléchargé l'application IGTV, qui n'a pas du tout fonctionné. Comme quoi, même les GAFA ont des échecs, eux aussi ils ont des fails, mais l'important justement c'est de faire du test and learn constamment, de tester et de rebondir. WhatsApp, qui appartient à Facebook aussi, dévoile enfin son dark mode. Vodafone, opérateur britannique, abandonne à son tour le projet Libra de Facebook, la crypto-monnaie Libra. 8 soutiens manquent désormais à l'appel. La pression de plus en plus forte des régulateurs semble à l'origine de ces départs, puisque l'Union européenne et la France avaient annoncé qu'ils allaient interdire la Libra de Facebook. Et même les États-Unis auraient aussi pu interdire Libra. Après les départs de PayPal, de Mastercard, de Visa, de Stripe, eBay, Booking, Mercado Libre, toutes ces entreprises ont quitté le projet Libra. C'est extrêmement problématique pour Facebook. Donc Vodafone aussi, l'entreprise de télécom britannique, vient de quitter l'association Libra. Cette intelligence artificielle développée par Facebook retrouve son chemin sans carte ni accès Internet. Dans cette émission, je t'ai promis de te tenir au courant de toutes les avancées de l'intelligence artificielle. Promesse tenue. Une nouvelle prouesse pour Facebook dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, Facebook a conçu un système de navigation autonome qui fonctionne sans plan. Des chercheurs de Facebook AI Research ont mis au point un algorithme de navigation capable de se mouvoir dans un espace intérieur sans plan précis grâce à l'utilisation d'une caméra et d'une boussole. Le système est ainsi beaucoup plus adaptable aux potentiels changements dans son environnement. Il atteint sa destination dans 99,9% des cas, avec seulement 3% d'écart avec le tracé optimal. Donc c'est vraiment une technologie fiable qui est en train de mettre en place Facebook. EgoTopo, la nouvelle technique basée sur l'IA de Facebook, est capable de comprendre des actions issues de vidéos. Une technique qui montre qu'une IA peut comprendre les environnements dans lesquels les objets qu'elle détecte sont utilisés. Donc désormais, les IA peuvent comprendre les actions qui sont faites dans une pièce. Comprendre les environnements dans lesquels l'IA se trouve. Amazon maintenant. Payer avec sa main, le futur selon Amazon. Amazon a une idée, transformer votre main en carte bancaire. Amazon veut transformer notre main en carte de crédit. Pour y parvenir, l'entreprise veut lier les codes de notre carte de crédit à nos empreintes digitales. Amazon veut transformer vos mains en carte bancaire, et si demain les cartes bancaires étaient remplacées par nos mains, c'est tout à fait possible, Amazon y croit et développe une technologie pour en faire une réalité. Alors évidemment, ça poserait un problème de cybersécurité, parce que ça peut être piraté, forcément, puisque les données seront stockées dans le cloud. Amazon Music passe le cap des 55 millions d'utilisateurs et devient la 3e plateforme du marché du streaming musical. Après Spotify et Apple Music, il y a désormais Amazon Music. Le catalogue d'Amazon Prime Video est truffé de films amateurs discutables. Je dirais même plus que discutables. Choquant. Si Amazon dispose d'un catalogue presque 10 fois plus fourni que Netflix, c'est parce qu'il laisse des particuliers télécharger leurs vidéos, quitte à exposer des contenus conspirationnistes.
Microsoft, 1 milliard de dollars pour sauver la planète. La multinationale entend réduire de moitié son impact écologique d'ici une dizaine d'années en créant un fonds pour l'innovation et la préservation de l'environnement. Microsoft souhaite devenir carbone négatif. L'entreprise, aux 125 milliards de dollars de recettes annuelles, souhaite se responsabiliser face au dérèglement climatique et à ses propres émissions de gaz à effet de serre. Cette année, Microsoft prévoit d'émettre près de 16 mégatonnes de carbone dans l'atmosphère. Mais l'entreprise entend réduire de moitié son impact environnemental d'ici 2030. Microsoft a laissé traîner les données de 250 millions de clients sur la toile. Et ouais, encore un scandale. Lié à nos données personnelles, Microsoft a laissé fuiter les données de 250 millions de clients. C'est une erreur de configuration dans la base de données clients qui aurait provoqué cette fuite. Microsoft a exposé les dossiers de 250 millions d'utilisateurs de son support client pendant un mois. Microsoft a exposé des bases de données contenant les dossiers de 250 millions d'utilisateurs de son service client, une vulnérabilité corrigée depuis, mais qui pose des questions quant à l'utilisation potentielle que pourraient en faire des individus mal intentionnés, et la firme de Redmond va se rapprocher des clients concernés. Donc a priori, si tes données ont fuité, Microsoft a dû te contacter. Comment Microsoft veut imposer Bing à certains utilisateurs d'Office, même dans Chrome, même si tu n'utilises pas Microsoft Edge. Microsoft veut imposer Bing aux utilisateurs d'Office 365 Pro+. Une extension sur Chrome s'installe automatiquement pour mettre par défaut Bing en moteur de recherche. Microsoft ouvrira sa première région cloud en Israël l'année prochaine. Microsoft donne les clés de ses surfaces double écran aux développeurs. Je parle de plus en plus d'ailleurs de ce Surface Duo. Microsoft commence à déployer des outils de développement pour le Surface Duo à double écran sous Android. Dans le reste de l'actualité, autre news tech de la semaine, il est désormais possible de réagir aux messages privés Twitter avec des emojis, une fonctionnalité déjà vue ailleurs. Quand Twitter copie ses concurrents ouvertement, Twitter propose une nouvelle fonctionnalité afin de réagir directement aux messages privés. De quoi rappeler iMessage d'Apple ou à Messenger de Facebook. Twitter permet de réagir aux messages privés avec des emojis. La dernière fonctionnalité de Twitter s'inspire d'Instagram et de Facebook en donnant aux utilisateurs la possibilité de réagir aux messages privés, les DM, avec un simple emoji. Tinder lance un bouton d'urgence pour vous aider si votre date dégénère. Alors malheureusement, c'est seulement pour les États-Unis pour l'instant. Aux États-Unis, la célèbre application de rencontre lance une nouvelle fonction permettant d'alerter les services d'urgence en cas de pépin lors d'un rendez-vous galant. On va maintenant partir en Chine. Tencent va augmenter ses investissements à l'étranger. Tencent, géant du mobile et du jeu vidéo, notamment propriétaire de WeChat. Pour son déploiement international, Lydia attire le chinois Tencent. Une nouvelle levée de fonds de la fintech française Lydia vient de faire entrer le géant chinois Tencent dans le capital du service de paiement. Si vous écoutez souvent mes émissions, je prévois souvent que la Chine va investir massivement en Europe, avec notamment ses propres marques, ses propres produits, mais aussi racheter nos startups et investir massivement dans nos startups. On aura de plus en plus de startups françaises qui seront achetées partiellement ou entièrement par des grands groupes chinois ces prochaines années, ces prochaines décennies. Pourquoi le géant chinois Tencent parie sur Lydia, la plus célèbre des fintechs françaises? L'appli de paiement entre amis, Lydia, très utilisée chez les jeunes, je crois que 25% des jeunes utilisent Lydia aujourd'hui en France. Et ces 3 millions d'utilisateurs en France ont séduit Tencent. C'est la première fois que le géant chinois derrière l'appli mobile WeChat Pay, qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, investit dans une start-up française de la finance, signe que l'écosystème fintech tricolore a atteint une certaine maturité. Donc, grâce notamment à Tencent, Lydia a finalisé un tour de table de 40 millions d'euros. Alors c'est pas la plus grande levée de fonds dans l'histoire des fintechs, puisque Wind avait levé 72 millions d'euros, Payfit 70 millions, United Credit 65 millions ou Shift Technology 60 millions. Mais c'est la première fois que Tencent investit dans une fintech française avec Lydia. Tencent qui aussi investit dans la néobanque allemande N26, entre autres.
Et puis on a aussi appris ces derniers jours que Tencent avait investi dans une autre fintech française qui a battu le record de levée de fonds pour une fintech en France. Tencent rentre au capital de Konto qui lève 104 millions d'euros grâce à Tencent et DST Global. Konto bat un nouveau record de levée de fonds en France. Et ouais, c'est l'une des plus grandes levées de fonds. 104 millions d'euros pour une fintech. Konto exécute la plus importante levée de fonds de la fintech française. Et là encore, un acteur chinois. Tencent s'est placé pour le rachat de Funcom, qui prépare l'attendu jeu Dune. Dune qui va bientôt sortir au cinéma, notamment avec Jason Momoa. Déjà actionnaire à hauteur de 29% du fabricant de jeux norvégien, Tencent a formulé une offre de plus de 133 millions d'euros. ByteDance, concurrent de Tencent, ByteDance propriétaire de TikTok, appelé Douyin en Chine. ByteDance se prépare à contrer Tencent sur le marché du jeu vidéo sur mobile. Tencent domine le marché depuis des années et cela ne plaît pas à ByteDance. WeChat lance des vidéos courtes pour concurrencer TikTok. Donc WeChat, c'est Tencent, TikTok, ByteDance. Le géant chinois veut conquérir les jeunes avec un outil de création de courtes vidéos puisque TikTok cartonne dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Europe, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Inde et en Chine. News France maintenant. Konto réalise la plus grosse levée de fonds de la fintech française. Je le répète parce que c'est tellement important, un record historique, donc bravo aux fondateurs et à toutes les équipes d'ailleurs de Konto pour cette levée de fonds de 104 millions d'euros. Amazon, alors Konto c'est quoi? C'est une banque, une néobanque en ligne destinée aux entreprises et notamment aux petites entreprises, aux PME, aux TPE et aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs. Amazon et Netflix devront injecter 25% de leur CA, de leur chiffre d'affaires dans le cinéma français. Le ministre de la Culture veut préserver la souveraineté culturelle du pays à l'ère du numérique. Donc désormais les géants de la tech qui produisent des contenus, des séries, des films devront investir 25% de leur CA dans le cinéma français. C'est beaucoup. Netflix et la chronologie des médias. C'est donnant-donnant, forcément. Le gouvernement est favorable à une renégociation. Franck Riester, le ministre de la Culture, a laissé entendre que sous couvert d'investissements suffisants, les plateformes comme Netflix pourraient renégocier une fenêtre plus courte entre la diffusion d'un film en salle et l'arrivée dans le catalogue du service de SVOD. Je m'en réjouis, parce qu'en France, on a vraiment un catalogue extrêmement pauvre. Quand on compare le catalogue de Netflix France à Netflix à Amérique, États-Unis, c'est ridicule. Et ça va être pareil pour Disney+. Quand on voit ce qui est actuellement disponible sur Disney+, États-Unis, et ce qui va arriver en France, malheureusement, il y aura une énorme différence à cause de cette loi sur la chronologie des médias typiquement française. La France prête à suspendre la taxe GAFA pour éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Notre pays pourrait reporter les prélèvements sur les géants du numérique prévus courant 2020 afin d'éviter une ribambelle de hausse des tarifs douaniers sur des produits français importés aux États-Unis. Je comprends pas que les autres pays de l'Union européenne ne se sont pas associés, encore une fois, à la France face aux États-Unis dans cette négociation. C'est vraiment dommage que la France y soit allée toute seule. Enfin, elle a dû, à mon avis, demander évidemment l'avis de ses partenaires européens. Mais seule la France a eu, je dois le dire, a eu les couilles de défier les États-Unis avec cette taxe GAFA qui permet en fait de négocier au niveau international avec les CDE. Un accord pourrait d'ailleurs aboutir avec l'OCDE ces prochains jours. Pour rappel, ce prélèvement concerne les groupes dont les activités numériques génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros en France et son montant s'élève à 3% du CA. Les entreprises concernées ont déjà versé un acompte en novembre dernier, mais pourraient voir suspendus les prochains versements des mois d'avril et de novembre 2020 qui seraient repoussés à décembre. En échange, les États-Unis ne procéderaient pas à la hausse des tarifs douaniers sur une sélection de produits français. Les deux pays continuent de discuter aujourd'hui en marge du Forum économique de Davos. Ils semblent destinés à jouer l'apaisement de manière à ne pas perturber, c'est ça en fait, de manière à ne pas perturber les négociations de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, pour adopter un nouveau système fiscal international. L'enjeu est justement, avec l'OCDE, de faire valider une imposition plus juste des entreprises, notamment dans le domaine numérique. Si c'était le cas, la France a déjà assuré qu'elle mettrait fin à sa taxe GAFA. Donc évidemment, c'était une technique de la France pour mettre la pression sur les États-Unis et sur cette négociation au sein de l'OCDE.
On va terminer cette émission par un point culture geek comme d'habitude. En attendant mon émission de demain, Geek Rendez-vous tous les dimanches. The Witcher devient la série la plus visionnée de tous les temps sur Netflix. Alors à prendre avec des pincettes, c'est Netflix qui nous le dit. Et attention, comme le rappelle très bien Valentin Simino de Siècle Digital, Netflix considère désormais qu'une personne a regardé une série dès lors qu'elle est restée plus de 2 minutes sur un épisode. Donc par exemple, tu as regardé le premier épisode de The Witcher, 2 minutes, et ben t'es considéré comme un viewer, comme un spectateur. Ça n'a rien à voir avec l'audience de la télévision. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est plutôt fair, juste, équilibré ou pas? Ou alors Netflix gruge et booste ses audiences comme ça? Netflix comptabilise ses spectateurs avec une méthode encore plus douteuse qu'avant. C'est Marie Turcan qui nous le dit de Numérama. Je suis assez d'accord avec elle sur ça. Si vous regardez 2 minutes d'une série ou d'un film, même un film d'une heure 30 ou de 3 heures, genre The Irishman, vous serez désormais considéré comme un spectateur ou une spectatrice à part entière. Oui, t'as vu 2 minutes, mais t'as regardé le film, donc tu as regardé tout le film. Cette méthode permet à Netflix de communiquer des audiences 35% plus élevées qu'avant. 35% plus élevées qu'auparavant. Bon, voilà. Au moins tu es informé. Grâce à The Witcher sur Netflix, les ventes des livres explosent en France et ça c'est une super nouvelle. Donc merci Netflix, merci The Witcher. Ça fait lire les jeunes. Les aventures de Geralt, Yennefer et Ciri passionnent dans le monde entier. Avec l'adaptation de The Witcher sur Netflix, l'éditeur américain des livres vient de lancer une réimpression massive et les ventes sont également au beau fixe en France. The Witcher qui est une des séries les plus recherchées dans le monde aujourd'hui, avec The Mandalorian sur Disney+. Après le succès de The Witcher, Netflix étend l'univers avec un spin-off, avec un film d'animation. Ça a été confirmé officiellement par Netflix après toutes les rumeurs. Netflix a décidé de tirer sur la corde avec The Witcher, en plus de la série live action, qui a été renouvelée pour une saison 2, actuellement en tournage, qui sera diffusée en 2021. Netflix va diffuser un film d'animation sur The Witcher. Il viendra s'ajouter aux prochains épisodes mettant en scène Henry Cavill en Geralt. Les rumeurs sont vraies, je cite, ouvrez les guillemets. Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de The Witcher est en préparation. Le film d'animation The Witcher, Nightmare of the Wolf, Cauchemar du loup, introduira une nouvelle menace pour le continent, indique le très court communiqué. Lauren S. Hisrich, showrunneuse de la série, a expliqué sur Twitter qu'elle avait gardé le secret intact pendant plus d'1 an. A priori, les 2 programmes seront liés. En attendant, la prochaine saison de The Witcher programmée pour 2021, malheureusement, il va falloir être patient. Netflix, la saison 2 d'Altered Carbon se dévoile enfin. Je suis absolument fan de cette série Altered Carbon qui est magnifique. Pour tous les fans de science-fiction, pour tous les fans de Blade Runner ou Total Recall par exemple, regardez Altered Carbon. Formidable série, sublime en termes de réalisation et de scénario. Les acteurs aussi sont extraordinaires. Alors j'ai juste un petit bémol sur les acteurs, sur le cast de la 2e saison. Malheureusement, le personnage principal ne sera plus incarné par Joel Kinnaman, qui joue notamment Robocop, qui joue aussi dans Suicide Squad, que j'adore. Joel Kinnaman qui est un formidable acteur, en plus d'être extrêmement beau. Joel Kinnaman est un extraordinaire acteur et malheureusement le personnage principal maintenant sera Anthony Mackie. Anthony Mackie qui est pour moi un acteur sans charisme que je n'aime pas du tout, qui joue le Faucon, qui joue dans le Faucon dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, le futur Captain America, et qui pour moi a le charisme d'une huître comme pour beaucoup de fans d'ailleurs de l'univers Marvel, et malheureusement ce sera lui qui va interpréter Takeshi Kovacs dans la saison 2, donc bon, évidemment je vais la regarder dans son intégralité, je vais la binge-watcher parce que je suis fan absolu de Altered Carbon, mais j'ai des doutes sur le cast, notamment, on verra. D'ailleurs, Altered Carbon qui va sortir sur Netflix le 28 février, c'est ça? Ouais, le 28 février prochain, donc un petit mois à attendre avant de pouvoir admirer cet univers formidable sur Netflix. Jack Reacher aura droit à sa série sur Amazon. Après que Tom Cruise se soit fait virer comme une merde, malheureusement, j'adore Tom Cruise, pour la suite des films Jack Reacher, oui, l'auteur de Jack Reacher, le créateur du personnage de Jack Reacher ne veut plus de Tom Cruise dans les films parce que les producteurs et le créateur de Jack Reacher estiment que Tom Cruise est beaucoup trop vieux pour faire des cascades et donc ils l'ont viré. Mais Jack Reacher va avoir droit à sa série sur Amazon. Le célèbre personnage incarné au cinéma par Tom Cruise va avoir le droit à sa propre série sur la plateforme de Jeff Bezos. Et enfin, Le Seigneur des Anneaux, autre série Amazon. Une date symbolique pour le lancement sur Amazon Prime Video.
Ce serait un clin d'œil aux fans du Seigneur des Anneaux. La plupart des fans du Seigneur des Anneaux ont adoré aussi les films de Peter Jackson, notamment La Communauté de l'Anneau, sorti en 2001, suivi des deux tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003. J'ai adoré cette trilogie, qui est pour moi une des meilleures trilogies dans l'histoire du cinéma. Eh bien, pour faire un clin d'œil aux fans, la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux développée par Amazon, la série la plus chère dans toute l'histoire de la télévision mondiale, pourrait sortir en décembre 2021. Et même le 10 décembre 2021, pour fêter exactement les 20 ans du premier film Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti en 2001. Et en plus, ce timing serait parfait pour Amazon, puisque la série sortirait juste après la saison 2 de The Witcher, qui est attendue courant 2021, et juste avant House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones, prévu pour 2022 sur la famille Targaryen. Vraiment hâte de voir The Witcher saison 2, House of the Dragon, évidemment, et Seigneur des Anneaux. Je pense que ce sont les séries qui me hype le plus en ce moment. Merci d'avoir écouté ou regardé Num Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, tu peux me suivre sur Twitter. J'ai 2 comptes qui sont mis à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Num RDV, mon compte en français, et Tech RDV, mon compte en anglais, pour des news mises à jour 24 heures sur 24. Sur le digital, la tech, l'innovation et les startups. Si tu apprécies mes vidéos, si tu apprécies mes podcasts, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker cette vidéo sur YouTube, de la partager sur tes réseaux sociaux et de t'abonner à ma chaîne superfan.fr. Merci beaucoup, je te souhaite un très très bon week-end et on se retrouve demain donc sur ma chaîne pour Geek Rendez-vous, l'émission de la pop culture, ou alors la semaine prochaine pour Num Rendez-vous. Salut, ciao.